Fanny Salane, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon travail de thèse que j'ai soutenu en 2009, donc ça fait un petit moment, sur les étudiants en milieu carcéral. Et donc ma présentation s'intitule aujourd'hui « Trajectoire scolaire et identité étudiante en milieu carcéral ». La commande qui m'a été faite, c'est un petit peu de vous présenter mes résultats en n'étant pas forcément uniquement sur ce qui peut-être vous intéresse en premier lieu, à savoir les difficultés que vous pourrez rencontrer, ce que peut-être il a été évoqué ce matin notamment, mais aussi d'autres résultats qui pourraient m'apparaître comme étant intéressants dans mon travail. Donc, mon intervention, la présentation de ma recherche, les choix méthodologiques, ça va être très rapide. Et puis, je vais prendre un peu plus de temps sur les principaux résultats. Alors, d'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Ça vient d'un triple intérêt, comme je vous l'ai écrit, comme vous le voyez sous vos yeux sur le PowerPoint. Le premier, c'est un intérêt personnel, donc ça vient de mon intérêt pour les étudiants avec trajectoire, ce qu'on peut appeler en sociologie d'éducation improbable, atypique, c'est-à-dire qui n'ont pas la figure de l'héritier et qui pourtant se retrouvent à faire des études supérieures. Donc dans mes travaux précédents en maîtrise et en DEA, puisque je suis la vieille école, j'avais travaillé sur les enfants de milieu paysan qui accédaient au milieu universitaire en tant que premier de leur famille à accéder à ce milieu-là et comment ils pouvaient construire une identité étudiante alors qu'ils n'avaient pas de référent autour d'eux pour se construire cette identité. Et pour ma thèse, j'ai souhaité continuer dans ces trajectoires atypiques et je me suis intéressée aux étudiants en prison. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt que je dirais théorique, c'est-à-dire en sociologie d'éducation. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment les mécanismes de socialisation au monde étudiant, les mécanismes de construction de l'identité étudiante. La question derrière étant, est-ce qu'on peut se construire, est-ce qu'on peut se considérer, est-ce qu'on peut être étudiant alors qu'on est dans un milieu a priori où on a une identité de détenu, donc est-ce qu'on peut défendre une autre identité à côté, en confrontation, en alternance à cette identité, et si oui, comment on la défend, qui nous la reconnaît, etc. L'idée étant qu'il ne suffit pas d'avoir sa carte d'étudiant pour se sentir étudiant, pour être étudiant et même pour surtout être reconnu comme étudiant, j'y reviendrai. Et l'intérêt politique, entre guillemets, c'est un intérêt politique plus large et qui justifie un peu mon double ancrage dans la sociologie de la prison et dans la sociologie de l'éducation, puisqu'à travers ce tout petit sujet, je vais y revenir sur les étudiants qui sont très 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 marginaux dans le monde carcéral. L'intérêt, c'était à la fois d'analyser le système pénitentiaire, justement, en prenant une population à la marge et de voir ce qu'elle pouvait me dire du fonctionnement du milieu pénitentiaire, quelle place effectivement ce monde-là, au-delà du discours affiché de favoriser l'éducation en prison, etc., qu'est-ce qui se passait dans les faits, notamment pour cette population particulière-là. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'interroger le système scolaire sur sa prise en charge, sa prise en compte d'étudiants justement atypiques. Est-ce que les universités, est-ce que les établissements d'enseignement supérieur prenaient en compte ces étudiants-là? Qu'est-ce qu'ils mettaient en place? Est-ce qu'ils prévoyaient des adaptations, etc., etc. Donc les questions un petit peu qui étaient au départ, c'est donc ce que je viens d'évoquer, les caractéristiques de la scolarité dans le supérieur en prison et la construction et le sens de l'identité étudiante en prison, les logiques d'affiliation et les rapports aux études que ces étudiants-là pouvaient construire. Ce que je défendais, c'est ce que je défends toujours, c'est que ma recherche, elle partait du postulat qu'on ne considère pas l'incarcération comme un moment isolé, mais vraiment comme une étape dans la biographie des individus. C'est-à-dire que cette incarcération, elle n'agit pas en vase clos, d'où l'intérêt pour moi de travailler en termes de trajectoire. Et donc quand je travaille sur la trajectoire des étudiants en prison, bien sûr, je m'intéresse à leur trajectoire avant d'entrer en prison, leur trajectoire scolaire, bien évidemment, leur trajectoire professionnelle, leur trajectoire familiale, etc. Et donc je développais vraiment une perspective biographique, puisque je vous le montrerai tout à l'heure, on se construit en tant qu'étudiant par rapport à une identité d'élève, d'écolier, de professionnel qu'on avait construite au préalable et on réajuste ces choses-là.
et dans une perspective compréhensive, dans le sens où ce qui m'intéressait, c'était vraiment le sens que les individus donnent à leur expérience étudiante. Donc ce dont je vais parler ici, c'est issu de la parole des personnes détenues, et bien que de leurs paroles. Donc c'est vraiment eux ce qu'ils disent de ce que c'est qu'être étudiant en prison, et je n'ai pas croisé avec ce que pouvaient dire les enseignants en vis-à-vis ou l'administration pénitentiaire. Et donc on est bien sur leur vérité à eux, leur réalité à eux, et c'est ça qui m'intéressait dans ce travail. Mes choix méthodologiques, donc premier point, enquêter en milieu carcéral des portes à franchir, l'accès à la population étudiante en prison, déléguer sa recherche, le choix de travailler par questionnaire, le choix de travailler par entretien et les forces et les limites des choix méthodologiques. Là encore, vraiment si ça vous intéresse, je pourrais répondre à vos questions, et je vais aller assez rapidement, puisque ce n'est pas forcément le cœur de la journée d'aujourd'hui, ni peut-être de votre intérêt. Donc des portes à franchir, ça paraît relativement... Enfin, j'ai utilisé ce terme un peu exprès, mais c'est aussi l'idée de... Voilà, quand on va travailler en prison, il faut aussi réfléchir à pourquoi on choisit ce sujet. Qu'est-ce que ça... Je pense que c'est vrai aussi pour les enseignants, éventuellement de l'université, qui se déplacent dans les établissements pénitentiaires, sur qu'est-ce qu'on croit, à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on croit qu'on va rencontrer. Et je pense qu'il faut aussi avoir un peu conscience de la part de fascination, la part un peu de mystère que peut entretenir la prison pour mettre à distance justement sa recherche et essayer d'avoir un esprit scientifique. Donc c'est aussi, quand je mets des portes, c'est aussi des portes psychologiques, mentales que le chercheur pourrait avoir. Et quand je dis ça, c'est avoir conscience de cette fascination, avoir conscience des difficultés. J'y reviendrai très rapidement, mais bon, vous pouvez vous en douter. Mais aussi ne pas croire que parce qu'on est en prison, ça va forcément être difficile, ça va forcément être compliqué, je vais peut-être être en danger, qui est-ce que je vais rencontrer, voilà. Et donc, avoir une posture un peu héroïsante de faire quelque chose d'extraordinaire qui valoriserait aux yeux de mes collègues. Alors eux, ils se déplacent dans les établissements, mais moi, quand même, je me déplace dans les établissements scolaires, puisque je suis en sociologie d'éducation. Moi, je me déplace dans les prisons, donc c'est quand même... voilà. Donc il faut aussi, je pense, se garder de ça, et déjà en avoir conscience, et puis se garder un petit peu de ça, parce qu'il est parfois plus facile d'aller enquêter dans certains établissements pénitentiaires que dans certains établissements scolaires. Et de rentrer dans des classes, par exemple. Donc des portes à franchir, effectivement, parce que c'est pas facile. Moi, je voulais travailler sur la population étudiante qui est disséminée partout en France. Donc autant on peut relativement facilement, si on connaît un chef d'établissement, si on a des contacts, rentrer dans un établissement pour faire une enquête, pour faire de l'observation éventuellement. Moi, comme je devais atteindre une population qui était partout en France, j'ai dû avoir des autorisations de la direction de l'administration pénitentiaire. Donc là, ça a pris pas mal de temps, surtout que j'avais 2 outils, j'y reviendrai. Donc des autorisations à la fois pour les questionnaires et des autorisations à la fois ensuite pour les entretiens et pour que je puisse rentrer en détention. Donc ça, c'est aussi un temps qu'il a fallu compter. Je pense qu'actuellement, avec les temps de thèse qui se restreignent, je ne pourrais plus faire une recherche comme je l'ai faite. J'ai eu la chance d'avoir... J'ai mis 6 ans quand même pour faire mon travail de thèse. C'est quelque chose qu'actuellement, on aurait beaucoup de difficultés à défendre. Voilà. L'accès à la population étudiante en prison, c'est quelque chose qui a été assez compliqué, puisqu'au départ, je n'avais aucune donnée sur où étaient les étudiants. Donc, où était ma population, comment les atteindre, et j'ai pris, à la fois contacter chaque établissement, c'était très coûteux, et en temps, et en argent, etc. Donc j'ai choisi, et à la fois passer par l'administration pénitentiaire, c'était assez complexe, puisqu'il n'y avait pas forcément de chiffres actualisés, ça dépendait des remontées. Certaines remontées étaient relativement récentes, des établissements, mais d'autres étaient plus ancienne. Et donc, oui, il y a 2 ans, il y avait 2 étudiants, mais on ne savait pas si c'était toujours le cas, etc. Donc, je suis passée par les UPR, les unités pédagogiques régionales, en me disant que cet échelon était peut-être plus près de la réalité qu'à l'administration centrale, et en même temps, c'était moins coûteux aussi pour moi, plutôt que de contacter tous les établissements. Voilà. Donc, avec leurs données, j'ai repéré les établissements où potentiellement il y avait des étudiants. Une fois que j'ai eu toutes les autorisations pour faire passer mon guide d'entretien, je les ai envoyés dans les établissements en envoyant plus que ce qu'on m'avait dit. Et du coup, en déléguant la passation de l'entretien aux enseignants qui étaient sur place. Le pari que j'ai fait, c'était que les personnels enseignants étaient sûrement les
les plus aptes et peut-être les plus intéressés par ma recherche, et donc ceux qui seraient les relais les plus favorables pour moi. Et je pense que, vu les retours que j'ai eus, oui, je pense que ça a été une bonne décision, mais je reviendrai dans les limites. Du coup, j'ai délégué cette partie-là de ma recherche au personnel qui était en place. C'est-à-dire que je leur envoyais une lettre avec une explication sur ce que j'en attendais, qui j'étais, ce que j'attendais aussi de leur part. Et puis, il y avait mon questionnaire avec une lettre qui s'adressait là à la personne étudiante sur le questionnaire, sur son intérêt, etc. Et je fournissais systématiquement une lettre, une enveloppe timbrée pour essayer de maximiser les taux de retour. Et là aussi, je pense que ça a assez bien marché. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé d'abord par questionnaire et ensuite par entretien. L'idée étant que le questionnaire me permettrait d'avoir quelques données de cadrage. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui permet des tris croisés, savoir une représentativité de la population, c'est pas ça, mais vraiment d'avoir quelques données de cadrage sur qui sont ces étudiants, où est-ce qu'ils sont inscrits, à quel niveau d'études, dans quelle discipline, de manière, voilà, des tendances. Et j'ai exploité 71 questionnaires. J'ai pu exploiter 71 questionnaires, ce qui, par rapport à la population étudiante, je ne m'intéresse pas au baccalauréat et au DAU, d'accord ? Donc je m'intéresse vraiment au-delà, est à peu près le tiers. À l'époque, c'était à peu près le tiers, donc c'était pas mal. Et à la fin du questionnaire, surtout mon questionnaire était très long, il faisait 8 pages, donc voilà, il demandait un investissement important de la part de la personne détenue. Et puis, à la fin du questionnaire, je demandais si la personne était d'accord pour continuer cette recherche à travers un entretien. Voilà. Ce qui faisait que sur cette page-là, ça brisait l'anonymat, entre guillemets, puisque la personne... je lui demandais son numéro d'écrou, certains ont souhaité mettre leur nom, et ensuite je traitais les questionnaires à part et je gardais cette feuille-là, et ensuite j'ai négocié établissement par établissement pour pouvoir rencontrer effectivement les personnes qui avaient accepté de me rencontrer en entretien. J'ai fait 45 entretiens. Non, j'ai rencontré 45 personnes et j'ai fait 49 entretiens parce que certains, j'ai pu les voir plusieurs fois. Voilà. Alors, les forces et les limites des choix méthodologiques. La force principale, je pense que c'est vraiment les deux outils, le questionnaire et les entretiens. C'est-à-dire qu'à la fois, le questionnaire me permettait de cadrer ma recherche, il m'a permis d'affiner mon guide d'entretien, puisque en fonction des réponses que j'ai eues, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient moins pertinentes que d'autres, ou des accès que je n'avais pas assez creusés. Bien évidemment, la complémentarité de ça, c'est qu'on ne mesure pas la même chose, et que l'entretien permet de revenir sur la non-linéarité des trajectoires, alors que le questionnaire peut laisser penser qu'on a une relative linéarité des trajectoires. Avec les entretiens, ça permet de voir les retours en arrière au niveau scolaire, les différentes incarcérations et comment ça s'articule avec la trajectoire scolaire, etc. Et puis, bien évidemment, le questionnaire m'a permis d'être le pied dans la porte, on va dire, puisque je ne sais pas combien j'aurais pu rencontrer effectivement de personnes détenues si je les avais contactées directement en disant « je suis chercheuse, je voudrais faire un entretien avec vous, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et je pense que vraiment de passer par ce questionnaire qui était long, qui était coûteux en temps et en même temps qui les intéressait fortement parce que ça parlait de leurs études et il parlait à une étudiante, doctorante en plus, ça m'a permis, je pense, de bénéficier d'entretiens à un nombre quand même assez conséquent. Voilà, je suis allée assez vite, mais je reviendrai si vous le souhaitez. On va passer aux résultats. Les détenus étudiants des détenus différents, ça on peut s'en douter, hein, n'est-ce pas, vu la trajectoire scolaire des personnes incarcérées. Alors, par leurs origines et leur trajectoire, donc très clairement, les détenus étudiants sont une population privilégiée en prison, privilégiée dans le sens où ils ont des trajectoires scolaires plus importantes, plus longues, un niveau d'études et de diplômes plus élevé que l'ensemble de la population carcérale. Ils ont des trajectoires professionnelles plus insérées, un taux de chômage plus bas au moment de leur incarcération que l'ensemble de la population carcérale. Voilà. Donc ils ne sont pas... globalement, je reviendrai sur ça aussi, si on prend une photographie globale, sur une ressemblance de la population carcérale en général.
Bien sûr, le questionnaire m'a permis de voir aussi le niveau de diplôme de leurs parents, de leurs frères et sœurs, et là on voit aussi qu'ils sont issus de milieux sociaux plus favorisés, etc. etc. Ce sont aussi des détenus différents par leur parcours pénal et carcéral. Et là, c'est peut-être des choses qu'il faut prendre en compte quand on est enseignant et quand on est personnel administratif à distance. C'est que généralement, on peut s'en douter là encore, les personnes qui s'investissent dans des études supérieures sont des personnes très généralement condamnées. Donc, ils attendent en fait que le procès soit passé, ils attendent d'avoir leur peine, et ensuite, ça ne veut pas dire que le projet n'était pas là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait des choses avant, etc. Mais ensuite, ils s'investissent dans un cursus scolaire pendant leur incarcération. Au moment de mon enquête, pour vous donner une idée, parce que ça a changé depuis, donc vraiment je prends les chiffres au moment de mon enquête, il y avait les 2/3 des personnes détenues qui étaient condamnées, en général, et pour les personnes que j'ai rencontrées, c'était les 3/4. Voilà, juste pour vous donner un peu une idée. Et bien évidemment, ce sont des personnes qui sont plus souvent condamnées, et quand elles sont condamnées, ce sont des personnes qui sont condamnées à des lourdes, voire très lourdes peines. C'est-à-dire qu'on a du temps devant soi. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Alors certains font d'autres types d'activités, s'investissent dans d'autres types de choses, et d'autres s'investissent notamment dans les études, mais peuvent aussi combiner ça avec d'autres choses. Voilà, donc j'avais des très lourdes peines, pas mal de réclusion criminelle à perpétuité, ce qui sur l'ensemble de la population carcérale est assez rare. Dans mes entretiens, j'en ai rencontré 5 sur 45, ce qui est quand même un bon taux. En lien avec le fait que ce soit des personnes essentiellement condamnées, ce sont des personnes qui sont essentiellement en établissement pour peine. Donc ils sont très peu en maison d'arrêt, enfin ils sont moins souvent en maison d'arrêt, tout simplement parce qu'en maison d'arrêt, on attend son jugement, donc on n'est pas prêt psychologiquement, physiquement, etc. En maison d'arrêt, c'est là où il y a la surpopulation, puisque dans les établissements pour peine, il y a un numerus clausus, donc il n'y a pas de surpopulation dans les établissements pour peine, c'est dans les maisons d'arrêt. Donc les conditions sont vraiment défavorables. Ça se fait, j'en ai rencontré, voilà, je pense que l'expérimentation qui se fait à Marne-la-Vallée, c'est une maison d'arrêt, donc, mais c'est pas là que se retrouvent essentiellement les détenus étudiants. Donc, en lien avec ça, ce qu'on voit, c'est que vraiment le procès, le moment du procès, c'est le moment où c'est le déclencheur. Le moment du procès et l'installation dans un établissement de manière définitive, c'est le déclencheur pour l'investissement véritable dans les études supérieures. Alors, les conditions d'études, ce que j'appelais effet institution et effet établissement, là pour le dire assez vite, effet institution, c'est l'institution en tant que telle, l'institution pénitentiaire, entraîne des effets, des difficultés dans la menée de ses études, par rapport à des questions sécuritaires, on en a déjà parlé, par rapport au fait qu'il y a différents blocs, et ces deux blocs, les personnes qui sont dans ces deux blocs ne doivent pas se croiser, et donc j'ai rencontré des détenus qui faisaient les mêmes études, qui étaient dans des blocs différents, et qui ne se sont jamais rencontrés, et qui se rencontreront jamais. Donc c'est bien évidemment la question des mouvements, la question des transfèrements. Voilà, le fonctionnement de l'institution pénitentiaire a un impact sur la façon de mener ses études. Ça, c'est le premier point. Et ce que j'appelais effet établissement, c'est que ce que l'on constate, puisque je me suis déplacée dans 22 établissements pénitentiaires différents pour faire mes entretiens, ce que l'on constate, c'est que les établissements fonctionnent de manière très, très différente. Et bien évidemment, le fonctionnement spécifique de chaque établissement a des répercussions sur la façon dont les études se passent aussi à l'intérieur de ces établissements. La première chose, c'est comment les études sont prises en compte dans ces établissements, et on voit bien que dans des lieux où le RLE fonctionne contre, ou en tout cas a des difficultés avec l'administration pénitentiaire, le personnel de direction, pour justifier de son engagement auprès de détenus étudiants, on voit bien que ça génère des difficultés, voilà, des difficultés matérielles pour faire entrer les livres, etc. Et à l'inverse, quand dans certains établissements, le personnel de direction et ou le personnel de surveillance est intéressé par ces questions, favorise le regroupement, par exemple, des personnes détenues, leur déplacement, les surveillants acceptent tout à fait qu'un détenu aille rencontrer un autre parce qu'ils savent qu'ils bossent ensemble, voilà. On voit bien de suite que ça met de l'huile dans les rouages, et c'est que du coup, ça a un impact très différent. J'ai vu des choses aussi sur justement l'accès à des ressources, l'accès à Internet, l'accès à la possibilité de faire des photocopies, qui sont vraiment très très différentes d'un établissement à un autre.
Voilà, je pourrais revenir éventuellement sur les difficultés, les conditions d'études. Alors, les manières d'étudier, c'est ce qui suit. Alors, pour vous donner une idée, c'est sur les questionnaires, il y en a 71, donc je ne devrais pas tout à fait dire des pourcentages, je préfère le dire d'avance, voilà. Mais en même temps, je me suis dit que donner une vision comme ça, pour aller vite et pour bien voir où se trouvent les étudiants, c'était peut-être plus parlant et plus rapide. Bien évidemment, les étudiants se trouvent dans les toutes premières années. Parce que plus on monte, plus on a des difficultés, il faut faire un stage, il faut aller sur le terrain, voilà, toutes ces choses-là qui complexifient les études. Et ce que l'on voit aussi assez souvent, c'est que des étudiants recommencent des cursus. C'est-à-dire qu'ils vont faire un BTS, et puis ils sont un peu bloqués, quoi. Une licence professionnelle, ça va être compliqué, donc ils recommencent, ils refont une EL1, voilà. Donc là, vous voyez bien que les 2 premières années concernent la très grande majorité des études en prison, mais on a quand même des 4e années et plus qui existent. Alors ça aussi, je vous l'ai mis parce que ça paraissait quand même intéressant, notamment, je me suis intéressée aux études supérieures et non pas uniquement études universitaires. Et les BTS ont une place très importante auprès des personnes détenues étudiantes. C'était intéressant ce que vous disiez sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a quand même des étudiants en prison qui sont des étudiants comme les autres, quoi. C'est-à-dire que certaines disciplines ont aussi la cote vis-à-vis des étudiants, et les disciplines de commerce, de gestion, donc BTS management des unités commerciales, négociation et relations clients, comptabilité et gestion des organisations, voilà, c'est des choses qui sont très présentes. Alors, deuxième point, sciences, ne vous dites pas c'est physique-chimie, mais c'est BTS Iris notamment, des choses qui touchent, alors Iris, pardon, informatique et réseau pour l'industrie et les services techniques. Et puis certains étudiants en mathématiques, j'ai vu un étudiant en astronomie aussi, à égalité avec langue, littérature et sciences humaines et sociales. Voilà, donc ça c'est pareil, je pourrais revenir, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Les structures de suivi des cours, la distance, là non plus sans surprise, est très présente. On a 4 sur 10 qui font de la correspondance avec l'université, un peu moins qui sont inscrits avec le CNED. Et puis, on a 1 sur 10 qui sont dans l'enceinte de la prison, donc on voit bien que c'est une toute petite portion. Alors, les choses sont en train de changer, donc ce serait intéressant justement de voir un petit peu quels effets ça a eu. Et 16% qui mixaient, certains étudiants étaient inscrits directement à l'université parce que leurs frères les avaient inscrits, puis ils prenaient les cours, et puis leurs collègues, etc. Donc des petites choses comme ça. Et pour finir, le principal résultat de ma thèse, peut-être, je ne sais pas, c'est la population étudiante, bien sûr, elle n'est pas monolithique. Bien sûr, elle est privilégiée, etc. Mais quand même, si on regarde en finesse, et notamment en articulant les questionnaires et les entretiens, on peut voir 3 profils, en gros, certains étant à la limite de certains profils, mais qui apparaissent. Le premier profil, c'est celui que j'ai appelé en continuité directe. Quand je dis continuité directe, ça veut dire en gros avec leur trajectoire scolaire et professionnelle antérieure. Là, c'est à peu près, c'est un peu plus de 4 détenus étudiants sur 10. Donc c'est la majorité des personnes que j'ai rencontrées. C'est majoritairement des personnes jeunes qui sont incarcérées alors qu'elles suivaient un parcours de formation, lycéens, étudiants, ou alors des personnes âgées mais qui possèdent un fort capital social, culturel. Et en gros, pourquoi je les appelais en continuité? Parce que même s'ils attendent que le procès se passe, même si ça peut prendre du temps, etc., pour eux, les études, c'est ce qu'ils faisaient à l'extérieur, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils faisaient notamment pour les lycéens, les étudiants, mais pour les personnes qui ont un capital social et culturel scolaire plus élevé, c'est un détenu qui me dit « mais moi, je suis quand même plus à l'aise dans une bibliothèque que sur un terrain de basket, donc quand je suis arrivée ici, j'ai cherché à reprendre mes études, quoi. » Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, et ils sont dans une construction d'un projet scolaire et ou professionnel en prison qui est vraiment en cohérence avec leur parcours avant, le parcours de vie à l'extérieur. Ce sont des étudiants qui se reconnaissent comme étudiants, mais surtout qui n'ont aucune difficulté à se faire reconnaître comme étudiants par l'administration pénitentiaire, par les surveillances. Et voilà, oui, lui, bien sûr,
c'est normal qu'ils veulent faire des études, quoi. Il était enseignant à l'extérieur, ou voilà, ou médecin, ou des choses comme ça, et donc ça pose pas de problème par rapport à ça. Et ce qui veut dire aussi, je ne développe pas sur ça, mais des facilités pour faire entrer des bouquins, pour organiser des choses comme ça, puisqu'ils sont tout à fait légitimes à être dans cette position d'étudiant. Le deuxième profil que j'appelais en continuité transposée, donc ça c'est un peu la surprise de ma thèse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pouvait se douter qu'il y en avait qui étaient en continuité, et puis je reviendrai d'autres qui étaient en rupture, mais ce que j'appelais en continuité transposée, c'est à peu près 2 personnes sur 10, c'est des personnes qui, à l'extérieur, avaient certes une trajectoire scolaire plutôt courte, plutôt dans des filières professionnelles, mais qui, et c'est là que les entretiens ont tout leur intérêt, mais qui, à l'extérieur déjà, avaient suivi des activités de formation, notamment pendant leur trajectoire professionnelle. Donc des cours du soir, ils étaient allés au CNAM, ils avaient suivi éventuellement des cours à distance, des choses comme ça. Et donc déjà, ils étaient dans une volonté de redressement finalement de leur trajectoire scolaire, professionnelle, alors pour accéder à des promotions, pour changer de poste, etc. Mais donc, on est sur une appétence qui était déjà existante. Et du coup, sur des compétences, parce qu'une des difficultés, bien sûr, quand on est loin du milieu scolaire, raccroché au milieu universitaire, c'est d'avoir des compétences méthodologiques particulières qu'on ne possède pas. Donc eux, ces pratiques-là, finalement, de formation à l'extérieur, les avaient familiarisés avec des activités de lecture, des activités d'écriture, de rédaction, qu'ils ont finalement transposées une fois incarcérés. Et ce qui est intéressant dans ce groupe-là, et c'est en lien avec mon dernier point, c'est que très souvent dans leur trajectoire, dans leur vie familiale, ils ont des compagnes qui sont mieux dotées scolairement et professionnellement qu'eux, à l'extérieur, et c'était déjà elles qui, à l'extérieur, les avaient motivés à suivre des cours du soir, compléter leur formation, etc., etc., et qui, une fois incarcérés, continuent à dire « tu devrais t'inscrire, faire des études, regarde tel diplôme, etc. » Et le troisième profil que j'ai appelé en rupture, c'est à peu près le quart de la population rencontrée. Ce sont des personnes qui se rapprochent le plus de l'image de la population carcérale en général, c'est-à-dire parcours scolaire court, chaotique, très douloureux, avec des personnes de 45 ans qui pleurent en entretien en évoquant leur enseignant de l'école primaire qui les a humiliés devant toute la classe. Enfin, voilà, des choses vraiment extrêmement difficiles. Des orientations forcées vers des filières professionnelles non choisies, non voulues. Des trajectoires professionnelles quasiment inexistantes. Des périodes de chômage, de l'intérim, voilà. Et voilà. Des difficultés, des signes de désaffiliation assez forts, des problèmes familiaux, des problèmes de divorce, des problèmes de garde d'enfants, voilà. On va dire un peu un cumul de toutes ces difficultés-là. Et là, on est vraiment dans un processus de raccrochage, patiemment, qui très souvent a été précédé par une réhabilitation sanitaire, psychologique, physiologique, voilà, aussi... pour beaucoup arrêter le cycle de dépendance aussi, parce qu'on est aussi dans des individus qui ont des fortes dépendances à de multiples choses. Et donc, un accord avec une trajectoire pénale relativement longue, voire réitérée, c'est-à-dire qu'on va commencer lors d'une première incarcération à peut-être passer le CFG, et puis on est libéré, et puis on est repris plus longtemps. Et donc, voilà, on va reprendre, et puis peut-être passer le brevet. Et quand je les rencontre, ils sont dans des études supérieures. Ce sont les personnes qui ont le plus de mal à se faire reconnaître comme étudiants et qui ont le plus de difficultés à faire reconnaître la légitimité à la reprise d'études et au fait d'être dans des études supérieures. Et pour conclure sur ces personnes, moi ce que j'ai appelé dans ma thèse, c'est qu'ils sont en véritable conversion identitaire. C'est-à-dire que dans leur discours, ils sont devenus d'autres personnes. Ce ne sont plus eux-mêmes, ils ont une autre identité totalement par rapport à ce qu'ils étaient à l'extérieur. Par ou grâce aux études, mais pas que, bien évidemment. C'est-à-dire que certains ont rencontré, et je finis du coup, ont rencontré des femmes alors qu'ils étaient en prison, et ces femmes les ont beaucoup soutenues, appuyées, motivées par rapport à la question de la reprise d'études. Et donc, le dernier point, c'est l'importance des autrui significatifs. Les femmes, alors bon, quand on fait la sociologie d'éducation, on sait bien que les mères,
d'abord, les sœurs, sont des personnages très importants dans la construction d'une trajectoire scolaire, notamment une trajectoire scolaire de réussite. Ça se vérifie bien évidemment pour les personnes détenues que j'ai rencontrées. Et donc, on a les mères pendant leur enfance, on a les sœurs après qui suivent les devoirs, et on a les compagnes ensuite qui, à l'extérieur, les poussent à reprendre, qui, à l'intérieur, les aident, fournissent des bouquins, etc., etc. Mais de manière générale, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut réussir des études en prison que si on est soutenu, bien évidemment, fortement, très fortement soutenu. Et c'est pour ça aussi que je parlais de population privilégiée. C'est-à-dire que si on est seul, si on n'a pas d'affiliation à l'extérieur, c'est notamment si on est dans le 3e groupe, c'est très complexe de mettre en place tous ces mécanismes de solidarité, notamment d'échange de livres, de partage de cours, etc. Et donc, ce qu'on appelle en sociologie les autrui significatifs, c'est-à-dire des autrui qui sont particulièrement significatifs pour nous, pour notre identité, pour notre propre construction. Les personnes qui sont dans une identité étudiante forte revendiquée, ce sont des personnes qui peuvent prendre appui sur des autrui significatifs. Ça peut être des femmes, ça peut être des détenus, un modèle qu'on a rencontré, qui a fait prendre conscience que peut-être ma peine, je ne vais pas... donc un vieux détenu qui dit à un jeune, non mais tu vas t'épuiser, quoi, si tu es violent, si tu t'énerves, alors tu vas aller au mitard, et puis etc. Puis ok, tu veux 15 ans comme ça, tu te rends compte, et donc petit à petit, il change, quoi. Et c'est parfois aussi des enseignants. Ces fameux autrui significatifs, c'est-à-dire déjà des enseignants sur place. Ça m'a été évoqué, mais des enseignants sur place à la fois pour ce qu'ils peuvent apporter comme soutien logistique, mais aussi comme motivation à la reprise et au soutien. Et puis des enseignants à distance, donc beaucoup m'ont parlé d'Auxilia, puisque certains sont partis avec ce service d'enseignement à distance. Et puis des enseignants éventuellement qui se déplacent, qui font les relais, etc. Et là je finis complètement, quand je voulais dire aussi l'importance de ces autrui significatifs, bien sûr c'est un soutien logistique, financier, moral, etc. Mais c'est aussi un soutien identitaire, et je fais la boucle avec ce que je disais, c'est-à-dire que on est étudiant si on est reconnu comme étudiant. Et donc plus on est reconnu comme étudiant, plus on a à mettre en scène son identité étudiante, et plus cette identité étudiante-là est constructive et positive, etc.